Pourquoi les esprits les plus brillants de la planète décideraient-ils d'éteindre la machine la plus puissante que l'humanité ait jamais construite, puis, presque dans le même souffle, commencer à en concevoir une autre, près de 4 fois plus grande? C'est l'une de ces questions qui semble avoir une réponse évidente, jusqu'au moment précis où l'on tente de la formuler. Par un matin tranquille de l'été 2026, une machine enfouie sous la frontière entre la France et la Suisse, un anneau de 27 km de circonférence, refroidi à une température plus basse que les profondeurs de l'espace, parcouru par des protons filant à une vitesse proche de celle de la lumière, a été doucement arrêté. Un seul mot est apparu sur l'écran de la salle de contrôle. Goodbye. Et puis les faisceaux ont disparu. Cette machine n'était pas en panne, elle n'était pas dangereuse. Elle n'avait pas failli déchirer le tissu de la réalité, quoi qu'ait pu raconter Internet. Elle a été éteinte volontairement par les personnes mêmes qui avaient consacré leur vie à la construire, parce qu'elle avait accompli quelque chose de remarquable et, en même temps, quelque chose de troublant. Elle avait trouvé exactement ce pourquoi elle avait été conçue, et presque rien d'autre. Et ce silence, ce vaste silence inattendu, est la raison pour laquelle une nouvelle machine est aujourd'hui en train d'être dessinée sur les cartes de la campagne française. Un anneau de plus de 90 km de tour, un tunnel suffisamment profond pour passer sous un lac, l'instrument scientifique le plus coûteux jamais sérieusement proposé. Mais voici ce qui change absolument tout. La raison de tout cela ne concerne pas vraiment les machines. Il s'agit d'un ensemble de mystères qui se cachent sous tout ce que vous voyez, sous tout ce dont vous êtes fait, sous tout ce dont les étoiles sont composées. La majeure partie de l'univers est manquante. On peut mesurer sa masse. On peut observer comment elle courbe la lumière des galaxies. Et pourtant, on ne parvient pas à la trouver. Il y en a 5 à 6 fois plus que tout ce que nous pouvons voir. Et la machine qui vient de se taire, malgré toute sa puissance, n'en a pas capté le moindre fragment. D'ici la fin de ce récit, vous allez comprendre exactement ce que cette machine a accompli, pourquoi son succès est devenu un problème, quelles sont véritablement les questions les plus profondes de la physique encore sans réponse, et pourquoi un groupe de scientifiques est prêt à consacrer la plus grande partie d'un siècle et 19 milliards de dollars à les poursuivre dans un anneau plus long, plus profond et plus froid, enfoui sous la Terre. Vous allez comprendre ce qu'est réellement un collisionneur, ce que signifie véritablement cette étrange particule appelée le boson de Higgs, et pourquoi plus grand, dans ce cas très précis, signifie réellement plus profond. Avant de commencer, si ces sujets vous passionnent autant que nous, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est un geste simple, mais il aide cette chaîne à toucher davantage d'esprits curieux comme le vôtre. Maintenant, commençons. Commençons par l'instant lui-même, car il est plus étrange qu'il n'y paraît. Le matin du 27 juin 2026, à 6 heures du matin, un ingénieur quelque part sous la campagne suisse observait un écran. L'ensemble de l'opération s'appelle la page 1. C'est un tableau de bord simple, le genre d'affichage sans glamour qui fait fonctionner la machine la plus complexe de la planète. Pendant des années, il avait montré des faisceaux de protons circulants, entrant en collision, remplissant les détecteurs de données. Ce matin-là, il affichait un seul mot, « Goodbye ». Et puis les opérateurs ont vidé les faisceaux, les ont dirigés hors de l'anneau vers un bloc de graphite et de métal conçu pour les absorber. Et le grand collisionneur de hadrons s'est tu pour la première fois depuis très longtemps. Il y a quelque chose de presque insoutenable dans cette image, si l'on comprend ce qu'est cette machine. Ce n'est pas un équipement ordinaire. C'est un anneau de 27 km de circonférence, enfoui à environ 100 mètres sous la frontière entre la France et la Suisse, juste à l'extérieur de Genève. À l'intérieur, des protons, les minuscules noyaux positifs des atomes d'hydrogène, sont poussés à plus de 99,99% de la vitesse de la lumière. Ils parcourent cette boucle de 27 km plus de 11 fois par seconde. Et ils sont guidés par des aimants si puissants et si froids que l'intérieur de la machine, refroidi par de l'hélium liquide, se trouve à une température inférieure à celle du vide entre les étoiles. Éteindre tout cela délibérément, on pourrait croire que cela nécessite une urgence. Ce n'était pas le cas. Cela nécessitait un plan. C'est la première chose qu'il faut comprendre, car cela va à l'encontre de tous les instincts. La machine n'était pas cassée, rien n'avait mal tourné, elle n'était pas devenue dangereuse. Tous les quelques années, des articles fleurissent sur Internet affirmant que ce laboratoire est sur le point d'ouvrir un portail, d'invoquer un trou noir ou de fissurer la réalité elle-même. Et à chaque fois, ces affirmations sont exactement aussi fausses que la fois précédente. Ce qui s'est réellement passé est bien moins spectaculaire et, à sa manière, bien plus intéressant. Le grand collisionneur de hadrons était arrivé à la fin d'un chapitre, et pour commencer le suivant, il devait s'arrêter. Les personnes qui dirigent le laboratoire appellent cette pause le long arrêt tree. C'est la 3e fois que le grand anneau est mis hors tension pour une période prolongée depuis sa première mise en service. Et cet arrêt est prévu pour durer environ 4 ans. Pendant ces années, aucun faisceau ne circulera. Le tunnel, normalement scellé et radioactif pendant le fonctionnement, est ouvert en grand. Des milliers d'ingénieurs et de techniciens y descendent. D'énormes sections de la machine sont démontées et remontées à la surface. L'idée n'est pas de mettre le collisionneur à la retraite,
mais de reconstruire de grandes parties pour en faire quelque chose de plus performant. Nous y reviendrons en détail plus tard, car c'est important. Pour l'instant, retenez ce simple fait. L'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit a été éteint au milieu de sa vie, selon le calendrier prévu, par choix. Pour ressentir le poids de ce choix, il faut savoir ce que cette machine a déjà accompli. Ses premiers faisceaux ont circulé en septembre 2008. Ses premières véritables collisions ont eu lieu l'année suivante. À partir de ce moment, pendant près de 2 décennies, elle a traversé 3 longues périodes de prise de données que les physiciens numérotent simplement Run 1, Run 2 et Run 3. Au fil de ces campagnes, elle est devenue, sans grande contestation possible, l'un des instruments scientifiques les plus productifs de l'histoire humaine. Elle a découvert plus de 85 nouvelles particules composées de quarks. Elle a recréé, dans de minuscules boules de feu, un état de la matière qui n'avait plus existé depuis une fraction de seconde après le début de l'univers. Elle a sondé l'étrange déséquilibre entre la matière et son image miroir, l'antimatière. Et un jour en particulier, le 4 juillet 2012, elle a livré la découverte qui l'a rendue célèbre, une particule qui avait été prédite près de 50 ans plus tôt et jamais observée. Nous consacrerons un chapitre entier à cette découverte car elle se trouve au cœur de toute cette histoire. Mais voici la tension autour de laquelle tout le reste de ce récit est construit. Malgré tout ce succès, la machine a laissé ses constructeurs avec un sentiment difficile à décrire pour les personnes extérieures au domaine. Ce n'est pas exactement de la déception. C'est quelque chose qui ressemble davantage à un malaise. Parce qu'avant même que cette machine ne soit allumée, les physiciens avaient une longue liste de choses qu'ils s'attendaient à trouver. De nouvelles particules, de nouvelles forces, des réponses à des questions ouvertes depuis des décennies. Et quand la machine a finalement atteint sa pleine puissance et a fonctionné année après année, elle a trouvé la seule chose en tête de liste, la fameuse particule. Et là où le reste de la liste aurait dû se trouver, elle n'a trouvé que quelque chose de proche du silence. Ce silence n'est pas un échec, c'est l'une des idées les plus importantes de toute cette histoire. Alors prenez un moment pour l'assimiler. En science, ne pas trouver quelque chose peut être tout aussi significatif que le trouver. Quand vous vous attendez à ce qu'une foule entière de nouvelles particules apparaissent à une certaine énergie, que vous construisez une machine assez puissante pour les créer, que vous la faites fonctionner pendant des années et qu'elle n'apparaisse pas, l'univers vous a dit quelque chose de réel. Il vous a dit que votre image était fausse, ou du moins incomplète d'une manière que vous n'aviez pas anticipée. L'absence elle-même est une donnée, et l'absence que cette machine a livrée était si profonde qu'elle a remodelé les plans d'un domaine entier pour le reste du siècle. Pensez à ce que cela signifie pour les personnes concernées. Vous passez 20 ans et des milliards de dollars à construire un instrument pour répondre à une question. L'instrument fonctionne parfaitement et la réponse qu'il vous donne est essentiellement. Les questions sont toujours ouvertes, et vous allez avoir besoin d'un instrument plus grand. Ce n'est pas une position confortable. C'est pourtant exactement là où se trouvait la physique des particules. Et c'est pourquoi, même tandis que les équipes descendaient dans le tunnel pour commencer l'arrêt, d'autres scientifiques étaient déjà plongés dans la conception d'une machine qui éclipserait celle qui venait de se taire. L'extinction n'est donc pas vraiment une fin, c'est une charnière. D'un côté se trouve tout ce que le grand anneau a accompli et tout ce qu'il n'a pas trouvé. De l'autre côté se trouve une proposition si ambitieuse qu'elle défie l'imagination. Un anneau près de 4 fois plus grand. Un projet s'étalant sur des générations. Un pari que les réponses que nous n'avons pu atteindre attendent simplement un peu plus profondément, à des énergies que nous n'avons jamais touchées. Pour comprendre pourquoi quiconque ferait ce pari, pourquoi il pourrait valoir 19 milliards de dollars et la plus grande partie d'un siècle, il faut d'abord comprendre la machine elle-même, pas les mythes qui l'entourent. La vraie machine. Ce qu'elle fait réellement quand elle prend 2 des plus petits objets de l'existence et les projette l'un contre l'autre à une vitesse proche de celle de la lumière. Car tout ce qui suit, les mystères, l'argent, le débat, le rêve d'un anneau de 100 km, commence par cet unique acte étrange et violent. Et c'est vers cela que nous nous tournons maintenant. Pour comprendre ce que fait un collisionneur, oubliez la machine un instant et pensez à ce que vous essayez réellement de voir. L'univers, à sa plus petite échelle, est construit à partir d'une poignée de minuscules objets. Des particules si petites que le mot petit cesse d'avoir un sens. Vous ne pouvez pas les observer comme vous observez une cellule sous un microscope, car elles sont bien plus petites que n'importe quelle longueur d'onde de lumière que vous pourriez braquer sur elles. La lumière elle-même est un outil trop grossier. Alors comment étudie-t-on quelque chose que l'on ne peut jamais éclairer? On fait la seule chose qui reste. On prend ces objets, on les fait se déplacer aussi vite que quoi que ce soit puisse se déplacer, et on les fracasse les uns contre les autres, et on observe les débris. Voilà l'idée dans sa totalité, mise à nu. Un collisionneur de particules est une machine conçue pour créer de minuscules catastrophes contrôlées et étudier ce qui en jaillit. Et la raison pour laquelle cela fonctionne, la raison pour laquelle cela révèle quoi que ce soit, tient à l'une des idées les plus célèbres de toute la science. Une idée que la plupart des gens peuvent réciter sans tout à fait y croire. L'énergie et la masse sont la même chose, habillées différemment.
Quand vous accélérez une particule à une vitesse colossale, vous y injectez de l'énergie. Et quand cette particule percute une autre, cette énergie doit aller quelque part. Ce qu'elle fait dans l'instant de la collision, c'est se transformer en matière. De nouvelles particules, des particules qui n'étaient pas là avant, se condensent à partir de l'énergie brute de l'impact, comme des gouttelettes se formant à partir de la vapeur. Laissez cela infuser un instant, car c'est véritablement stupéfiant. Vous prenez deux protons, vous les projetez l'un contre l'autre assez violemment, et de la collision émergent des particules plus lourdes que les deux protons de départ. Vous avez littéralement fabriqué de la matière nouvelle à partir du mouvement. C'est pourquoi une énergie plus élevée compte autant. Plus vous pouvez injecter d'énergie dans la collision, plus les particules que vous pouvez faire apparaître sont lourdes. Certaines des particules les plus intéressantes de la nature sont lourdes. Si lourdes qu'elles ne peuvent apparaître que lorsque la collision est suffisamment violente. Si votre machine est trop douce, ces particules ne se forment tout simplement jamais, et vous ne saurez jamais qu'elles auraient pu exister. L'énergie est le prix d'entrée, et les découvertes les plus lourdes coûtent plus cher. Maintenant, qu'est-ce qu'on lance exactement? Le grand anneau près de Genève lance des protons. Un proton est le noyau chargé positivement que l'on trouve au centre de chaque atome d'hydrogène. Et il constitue une munition convenable pour une raison simple, il est facile à obtenir. Prenez de l'hydrogène gazeux, retirez les électrons, et vous disposez d'une réserve de protons nus prêts à être accélérés. Mais un proton n'est pas vraiment un objet propre et unique. C'est plutôt un minuscule sac agité contenant 3 pièces principales appelées quarks, ainsi qu'une tempête d'autres particules qui les lient ensemble. Quand deux de ces sacs entrent en collision, le résultat est brouillon. C'est comme fracasser deux camions-bennes l'un contre l'autre pour étudier la physique de l'impact. Puissant, oui. Propre, non. Retenez bien cela, car ce caractère brouillon devient l'une des raisons centrales pour lesquelles la prochaine machine est conçue comme elle l'est. Amener un proton à la vitesse dont la machine a besoin n'est pas une seule poussée. C'est une course de relais. Les protons commencent leur voyage dans un petit accélérateur linéaire qui leur donne leur première impulsion. Puis ils sont transmis à un anneau légèrement plus grand qui les accélère davantage et les passe à un autre plus grand encore, puis à un autre. Chaque machine de la chaîne prend des particules déjà rapides et les rend plus rapides avant de les injecter dans l'étage suivant. Quand les protons entrent enfin dans le grand anneau de 27 km, ils ont déjà été accélérés à travers toute une série de machines plus petites, chacune étant en soi une prouesse d'ingénierie sérieuse. Ce n'est qu'alors que l'anneau principal prend le relais et les pousse à leur vitesse finale stupéfiante. Et qu'est-ce qui les maintient sur leur trajectoire circulaire une fois qu'ils se déplacent aussi vite? Des aimants, des milliers d'aimants. C'est là que la machine devient presque irréelle. Un proton voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière veut aller en ligne droite. Pour courber sa trajectoire en un cercle de 27 km de tour, il faut des champs magnétiques d'une puissance formidable. Et pour produire des champs aussi intenses, il faut des aimants fabriqués avec des matériaux spéciaux transportant d'énormes courants électriques sans aucune résistance. Cela ne se produit que lorsque ces matériaux sont rendus extraordinairement froids. Ainsi, l'ensemble de l'anneau est baigné dans de l'hélium liquide et refroidi à une température à peine supérieure à la température la plus basse qui puisse exister. La machine qui recrée le feu du début de l'univers dans ces collisions est elle-même l'un des endroits les plus froids de l'univers connu. Plus froid que le vide obscur entre les étoiles. Ce contraste n'est pas une figure de style, c'est une description littérale de l'ingénierie. À l'intérieur de cet anneau glacé, les protons ne voyagent pas en un flux continu. Ils voyagent en paquets serrés, des grappes de centaines de milliards de protons chacune, espacés autour de l'anneau comme des perles sur un collier. Deux faisceaux circulent en sens opposé, l'un dans le sens des aiguilles d'une montre, l'autre en sens inverse, dans des tubes séparés, maintenus dans un vide plus poussé que l'espace autour de la Lune. En quelques points choisis autour de l'anneau, les deux faisceaux sont dirigés l'un vers l'autre. Imaginez deux essaims d'aiguilles, chaque essaim contenant des milliards d'aiguilles, tirées droit à travers l'autre. Presque toutes les aiguilles se ratent. Elles traversent l'essaim adverse et poursuivent leur chemin. Mais au cœur du croisement, un nombre infime de protons se rencontrent de front. Ces rares impacts directs sont tout l'intérêt. Tout ce pourquoi la machine a été construite se produit dans ces quelques collisions parmi d'innombrables quasi-collisions. Pour capter ce qui sort de ces collisions, il faut quelque chose pour les observer. Et c'est là que la machine prend des dimensions véritablement monumentales. Au point où les faisceaux se croisent, les physiciens ont construit des détecteurs. Et le mot détecteur ne leur rend pas justice. Ce sont de véritables cathédrales d'instrumentation. Certains sont assez grands pour remplir un bâtiment de plusieurs étages, enterrés dans des cavernes creusées dans la roche. Les deux plus grands sont connus sous les noms d'Atlas et de CMS. Imaginez-les comme des appareils photo numériques incroyablement rapides, enveloppant complètement le point de collision, couche après couche de matériaux sensibles, conçus pour tracer chaque fragment qui jaillit d'un impact. Quand deux protons entrent en collision, les débris partent dans toutes les directions. Et ces détecteurs enregistrent la trajectoire, l'énergie et l'identité de chaque morceau, des dizaines de millions de fois par seconde.
Il y a une dernière idée dont vous avez besoin avant que nous allions plus loin, et elle résonnera tout au long du reste de l'histoire. Les physiciens ont un mot pour désigner le nombre de collisions qu'une machine produit dans un temps donné. Ils l'appellent la luminosité. Cela mesure à quel point les faisceaux sont croisés de manière serrée et fréquente, combien de chances de collision réelles la machine crée chaque seconde. Et la raison pour laquelle cette seule idée compte autant, c'est que les événements les plus intéressants en physique sont aussi les plus rares. La particule que vous traquez pourrait n'apparaître que dans une collision sur plusieurs milliards. Pour avoir le moindre espoir de la voir, vous devez produire un nombre véritablement vertigineux de collisions, afin que même les événements les plus rares se produisent assez souvent pour être remarqués. Gardez donc ce mot à l'esprit, luminosité. Car quand nous reviendrons à la question de savoir pourquoi le grand anneau a été éteint et ce qui est construit pour le remplacer, tout reviendra encore et encore à cela. Plus de collisions, plus d'énergie, plus de chances d'attraper le rare, le lourd et le caché. La machine est un dispositif pour rendre l'improbable suffisamment fréquent pour être étudié. Et ce qu'elle était construite avant tout pour attraper, le prix qui justifiait toute l'entreprise, était une unique particule qui avait été prédite un demi-siècle avant que quiconque ne la voie. Cette particule et l'étrange théorie qu'elle complétait, c'est là que nous allons maintenant. De temps en temps, dans l'histoire de la science, un groupe de personnes parvient à écrire une description du monde si précise qu'elle commence à ressembler moins à une théorie qu'à un aveu que l'univers aurait été forcé de faire. Les physiciens possèdent une telle description. Ils l'appellent le modèle standard, un nom modeste pour ce qui est peut-être l'idée la plus précisément testée jamais produite par l'esprit humain. C'est la théorie du petit. Elle dresse la liste des particules fondamentales qui composent la matière ordinaire. Et elle décrit 3 des 4 forces qui gouvernent le comportement de ces particules. Presque tout ce que vous avez jamais touché, chaque atome de votre corps, chaque photon de lumière provenant d'une étoile, est décrit par ce seul cadre théorique. Et dans certaines expériences, ces prédictions ont correspondu à la réalité avec plus de décimales que presque tout autre résultat scientifique. Le modèle standard classe les briques élémentaires de la matière en une petite famille ordonnée. Il y a les particules qui composent la substance du monde, les quarks, qui s'assemblent pour former les protons et les neutrons, et les particules plus légères comme l'électron, qui les entourent. Et il y a les particules qui portent les forces, les minuscules messagers qui permettent à la matière de pousser et de tirer sur elle-même. Le photon, la particule de lumière, porte la force électromagnétique. D'autres messagers portent les forces qui opèrent à l'intérieur du noyau atomique. Pendant des décennies, pièce par pièce, expérience après expérience, on a confirmé que ces particules existaient et se comportaient exactement comme la théorie le prédisait. C'était un triomphe bâti lentement sur un demi-siècle par des milliers de personnes. Mais il y avait un trou, une seule pièce manquante. Et ce n'était pas une pièce anodine. C'était la pièce qui expliquait pourquoi quoi que ce soit a de la masse. C'est un problème plus étrange qu'il n'y paraît. Vous pourriez penser que la masse est simplement une propriété évidente de la matière, quelque chose que les objets possèdent simplement, comme ils possèdent une couleur ou une forme. Mais dans les équations profondes de la physique des particules, la masse n'a rien d'évident. En fait, les versions les plus élégantes de la théorie voulaient que toutes les particules soient sans masse, qu'elles filent à la vitesse de la lumière sans aucun poids, comme le fait le photon. Ce n'est clairement pas le monde dans lequel nous vivons. Les électrons ont une masse, les quarks ont une masse. Les particules qui portent certaines forces nucléaires sont assez lourdes. Quelque chose devait donner leur masse à ces particules, et les équations brutes n'avaient aucune explication. La théorie était belle et elle était brisée au même endroit. La solution a été proposée en 1964 et elle ne venait pas d'une seule personne. Plusieurs physiciens, travaillant séparément, sont arrivés à des versions de la même idée presque au même moment. Le nom qui lui est resté attaché est celui de Peter Higgs, un physicien britannique discret, bien qu'il ait toujours pris soin de partager le crédit avec les autres qui y étaient parvenus indépendamment. L'idée était audacieuse. Et si l'espace lui-même n'était pas vide, et si tout l'espace partout était rempli d'un champ invisible, une sorte de présence sans couleur, sans odeur, sans poids que vous pourriez jamais ressentir directement, mais une présence tout de même. Et si les particules obtenaient leur masse non pas de quelque chose à l'intérieur d'elles-mêmes, mais de la façon dont elles se déplacent à travers ce champ, de la façon dont elles interagissent avec lui en voyageant? Il existe une analogie que les physiciens utilisent souvent, et bien qu'elle soit imparfaite, elle saisit l'essentiel. Imaginez que le champ invisible remplissant tout l'espace est quelque chose comme un sirop épais et uniforme répandu à travers l'univers, une mélasse cosmique. Maintenant, imaginez différentes particules essayant de se déplacer à travers. Certaines particules interagissent fortement avec le sirop. Elles ressentent sa résistance. Elles le traversent avec effort. Et cette résistance est ce que nous percevons comme la masse. Ces particules sont lourdes. D'autres particules remarquent à peine le sirop. Elles glissent à travers sans être touchées, et ces particules sont légères. Ou, dans le cas du photon, elles n'ont aucune masse et glissent simplement à la vitesse de la lumière. La masse, dans cette image, n'est pas une chose qu'un objet contient.
C'est une mesure de combien une particule est ralentie par son passage à travers le champ qui remplit tout. C'était une idée magnifique et elle avait une conséquence testable. Si ce champ existe vraiment, alors il devrait être possible, avec suffisamment d'énergie, de faire onduler le champ lui-même. Et une ondulation dans un champ, dans le langage de la physique des particules, se manifeste comme une particule. Secouer le champ assez fort et une particule devrait en jaillir. Une particule qui serait la signature, l'empreinte, la preuve indéniable que le champ est réel. Cette particule en vint à être appelée le boson de Higgs, prédite en 1964. Et alors, le seul problème était de la trouver, ce qui s'avéra prendre près de 50 ans. Car faire onduler le champ exigeait une collision plus violente que ce qu'aucune machine sur Terre ne pouvait produire pendant des décennies. La particule était lourde, et lourd signifiait cher, et cher signifiait attendre une machine assez grande pour l'atteindre. Cette machine était le Grand Anneau près de Genève. Et le 4 juillet 2012, dans un amphithéâtre bondé du laboratoire, avec Peter Higgs lui-même assis dans l'audience, les deux grands détecteurs ont annoncé qu'ils l'avaient trouvé. Indépendamment, Atlas et CMS avaient chacun passé au crible d'innombrables collisions et vu la même faible bosse, indéniable, dans leurs données, la trace d'une nouvelle particule apparaissant exactement au type de masse que la théorie exigeait. La salle pleine de physiciens qui avaient passé leur carrière à poursuivre cette découverte a explosé de joie. Peter Higgs, alors âgé de plus de 80 ans, a été vu essuyant des larmes. Il avait formulé l'idée jeune homme et avait vécu juste assez longtemps pour l'avoir prouvé. L'année suivante, en 2013, il a partagé le prix Nobel de physique pour cette prédiction, près d'un demi-siècle après l'avoir formulée. Pensez à l'étrangeté de cette chronologie un instant. Un jeune scientifique formule une idée sur la structure cachée de la réalité. L'idée est tellement en avance sur les outils de son époque que sa confirmation nécessite la construction de l'une des plus grandes machines de l'histoire humaine. Une machine qui n'existera pas avant 2 générations. Et quand cette machine est enfin construite et enfin mise en marche, l'idée s'avère juste. Pas approximativement juste. Juste dans le détail, juste à la masse prédite, juste exactement de la manière que les équations exigeaient. C'est l'une des grandes justifications de l'histoire de la pensée. Une prédiction qui a dû attendre que le monde la rattrape. Et pourtant, même dans ce moment de triomphe, les physiciens savaient quelque chose que les célébrations ont partiellement masqué. La découverte du Higgs n'a pas ouvert une porte sur un vaste nouveau paysage de physique. Elle en a fermé une. C'était la dernière pièce manquante du modèle standard. La confirmation finale que la théorie construite sur 50 ans était complète et correcte. Le Higgs n'était jamais censé être une fin. Il était censé être un outil, une nouvelle prise sur la nature que les physiciens pourraient saisir et utiliser pour forcer les mystères qui se trouvaient au-delà. Mais c'est là que l'histoire prend son tournant inquiétant. Car quand le Grand Anneau près de Genève a fini de livrer le Higgs, il a continué à fonctionner année après année, à des énergies plus élevées, produisant plus de collisions que jamais, cherchant la foule de nouvelles particules que la plupart des physiciens avaient attendues avec confiance. La théorie était complète, oui, mais presque personne ne croyait qu'elle était la totalité de l'histoire. Il y avait trop de choses qu'elle ne pouvait pas expliquer. Et donc la machine a cherché et cherché et cherché encore après la prochaine découverte. Celle qui pousserait au-delà du modèle standard vers un territoire véritablement nouveau. Ce qu'elle a trouvé à la place, dans cette longue quête après le Higgs, était un silence si profond et si inattendu qu'il a changé l'avenir du domaine tout entier. Ce silence, c'est là que nous allons maintenant. Pour ressentir le poids du silence, il faut savoir ce que les physiciens s'attendaient à entendre. Dans les années précédant la mise en service du Grand Anneau, il existait dans le domaine une croyance largement partagée et tranquillement confiante. Le Higgs serait trouvé, bien sûr. Mais le Higgs ne viendrait pas seul. Il viendrait comme le héros de toute une nouvelle famille de particules, un second casting de personnages qui doublerait le contenu connu de l'univers et répondrait à plusieurs des questions les plus profondes d'un seul coup. Cette croyance avait un nom. Ce nom était la supersymétrie. Et pendant des décennies, ce n'était pas une spéculation marginale. C'était le candidat principal pour ce qui se trouvait juste au-delà de la théorie que nous possédions déjà. L'attrait de cette idée était qu'elle résolvait plusieurs problèmes d'un seul coup élégant. Elle suggérait que chaque particule que nous connaissons possède un partenaire caché plus lourd, un jumeau fantôme que nous n'avions simplement jamais eu l'énergie de créer. Ces particules fantômes, si elles existaient, auraient rangé certains des problèmes les plus disgracieux de la physique. L'une d'entre elles, en particulier, était un candidat presque parfait pour la mystérieuse matière noire dont nous savons qu'elle remplit l'univers, mais que nous ne pouvons pas voir. L'attente n'était donc pas seulement que de nouvelles particules pourraient apparaître. C'était qu'elles devraient apparaître précisément aux énergies que le Grand Anneau pouvait atteindre, et que lorsqu'elles apparaîtraient, elles nous remettraient la solution au problème de la masse manquante du cosmos, sur un plateau d'argent. La machine a été construite en grande partie pour les trouver. De nombreuses carrières ont été bâties sur la certitude qu'elle y parviendrait. La machine a fonctionné, elle a trouvé le Higgs. Et puis, là où les particules fantômes étaient censées se trouver, elle n'a rien trouvé. Elle a cherché à une énergie et n'a rien trouvé.
Elle a été améliorée pour une énergie plus élevée, a cherché de nouveau et n'a rien trouvé. Elle a fonctionné pendant des années, produisant un océan de données, plus de collisions que jamais dans l'histoire du domaine, et a passé au crible la totalité, cherchant le moindre signe de la nouvelle physique attendue. Et la nouvelle physique attendue n'est pas apparue. Pas les particules fantômes, pas le candidat propre pour la matière noire, pas la foule de nouvelles découvertes sur lesquelles tant de gens avaient compté. Juste le Higgs, exactement comme la vieille théorie le prédisait, et puis un silence qui s'étirait encore et encore. Les physiciens ont une expression d'une honnêteté cruelle pour ce résultat. Certains l'appellent le scénario du cauchemar. Le cauchemar n'est pas que la machine ait échoué, la machine a fonctionné de manière impeccable. Le cauchemar est plus subtil et, d'une certaine façon, plus troublant. Le cauchemar est un univers dans lequel le modèle standard est simplement correct, complet, et seul, sans nouvelles particules à proximité pour expliquer les choses qu'il ne peut pas expliquer. Une théorie qui fonctionne trop bien. Une théorie qui répond à chaque question que vous pouvez lui poser avec une machine de cette taille, tout en laissant les questions véritablement profondes, celles qu'elle n'a jamais été en mesure d'aborder, complètement intactes et hors de portée. Imaginez que vous construisiez le télescope le plus puissant jamais fabriqué, que vous le pointiez vers l'obscurité où vous étiez certain qu'une nouvelle planète devait se trouver, et que vous ne voyiez qu'un ciel vide. Le ciel est réel, le vide est réel, et il vous dit que votre carte était fausse, sans vous dire à quoi ressemble la bonne carte. Il serait injuste envers la machine de dire qu'elle n'a rien découvert au-delà du Higgs. Elle a découvert beaucoup de choses. Elle a trouvé plus de 85 nouvelles particules, toutes composées de quarks, des combinaisons exotiques qui ont enrichi notre compréhension de la façon dont la force nucléaire forte lie la matière. Elle a créé et étudié un état de la matière incandescent appelé plasma de quarks et de gluons, une sorte de soupe primordiale qui n'avait existé que dans le premier instant fugace après le commencement de l'univers, avant même que les particules ordinaires ne se soient formées. Elle a effectué des mesures minutieuses des différences subtiles entre la matière et l'antimatière. C'était de véritables accomplissements. Mais, et c'est le point crucial, aucun d'entre eux n'était de la nouvelle physique au sens qui comptait le plus. Tous s'inscrivaient dans le modèle standard. La machine n'a cessé de prouver que l'ancienne image était juste, sans jamais l'ouvrir. Pour comprendre pourquoi cela trouble si profondément les physiciens, il faut comprendre un malaise particulier au cœur de la théorie, quelque chose qu'ils appellent le problème du naturel. Imaginez que vous entriez dans une pièce et trouviez un crayon en équilibre parfait sur sa pointe aiguisée, debout, immobile. Vous ne hausseriez pas les épaules pour passer votre chemin. Vous vous arrêteriez et demanderiez comment diable il reste debout, parce qu'un crayon sur sa pointe est absurdement instable. Le moindre souffle devrait le renverser. S'il est debout, quelque chose doit le maintenir. Un mécanisme que vous ne pouvez pas voir. La masse de la particule de Higgs, quand les physiciens la calculent, possède exactement cette qualité. Selon leurs équations, sa valeur devrait être follement instable, poussée par des effets cachés vers des grandeurs énormément supérieures à ce qu'elle est réellement. Au lieu de cela, elle se situe à une valeur modeste, presque suspecte de raisonnabilité, en équilibre sur sa pointe, comme si quelque chose la maintenait là. La supersymétrie, la famille des particules fantômes, était le mécanisme que les physiciens espéraient voir expliquer cet équilibre. Mais les partenaires fantômes ne sont pas apparus, et donc l'équilibre reste inexpliqué. Un crayon en équilibre sur sa pointe dans une pièce vide, sans main visible pour le soutenir. Le silence après le Higgs n'a pas seulement échoué à répondre à cette question, il l'a approfondie. C'est le cœur émotionnel étrange de la physique des particules modernes. Le domaine est tenté non pas par l'échec, mais par le succès. La théorie ne cesse d'être confirmée, les prédictions ne cessent de se réaliser. Et pourtant les confirmations semblent, aux personnes qui les ont obtenues, être une porte verrouillée plutôt qu'une porte ouverte. Ils savent que le modèle standard ne peut pas être le dernier mot car il existe d'énormes faits concernant l'univers dont il ne dit rien. Il n'explique pas la matière noire qui pèse plus lourd que tout ce que nous pouvons voir. Il n'explique pas pourquoi l'univers est fait de matière alors qu'il aurait dû contenir des parts égales de matière et d'antimatière qui se seraient annihilées mutuellement pour ne rien laisser. Il n'inclut pas la gravité. Il ne peut pas être complet. Et pourtant la machine construite pour trouver ce qui se trouve au-delà n'a trouvé que davantage de la même chose. Les physiciens se sont donc retrouvés face à une question profonde et pratique. Si les nouvelles particules ne sont pas apparues aux énergies que nous pouvions atteindre, alors où sont-elles? Il n'y a vraiment que deux possibilités, et les deux pointent dans la même direction. Soit la nouvelle physique réside à des énergies supérieures à celles que le grand anneau pourrait jamais produire, attendant un peu plus profondément, un peu plus hors de portée. Soit ces effets sont si subtils que les trouver exigent non pas plus d'énergie, mais beaucoup plus de précision, la capacité de mesurer les particules que nous connaissons déjà avec une exactitude si stupéfiante qu'une infime déviation finirait par révéler la structure cachée en dessous. Plus d'énergie ou plus de précision, aller plus loin ou regarder de plus près. Ce sont les deux portes. Et comme nous le verrons, la machine proposée pour remplacer celle qui vient de se taire est conçue, remarquablement, pour ouvrir les deux.
Mais avant de pouvoir parler de cette machine, nous devons regarder en face les mystères eux-mêmes. Les énigmes concrètes, spécifiques et non résolues dont tout cela parle réellement. Car les particules manquantes ne sont pas le but. Elles n'ont jamais été qu'un moyen pour parvenir à une fin. La fin est un ensemble de questions sur l'univers auxquelles nous ne pouvons toujours pas répondre. Et ces questions, c'est vers elles que nous nous tournons maintenant. Voici un fait qui devrait être plus célèbre qu'il ne l'est. Presque tout dans l'univers est manquant. Pas perdu, pas lointain, mais manquant au sens où nous pouvons mesurer ses effets, le peser, observer comment il façonne le mouvement des galaxies, et pourtant nous n'en avons jamais tenu le moindre morceau, jamais capté le moindre fragment dans un détecteur, jamais identifié de quoi c'est fait. Quand les astronomes additionnent toute la matière qu'ils peuvent voir, toutes les étoiles et le gaz et la poussière dans toutes les galaxies, et la comparent à la quantité de matière qui doit être là d'après le mouvement de ces galaxies, les chiffres ne correspondent pas. Ils ne s'en approchent même pas. Il y a bien plus de masse que ce dont nous pouvons rendre compte. Et l'univers visible, la partie qui brille, n'est qu'une petite fraction du tout. Les premiers indices clairs sont venus de l'observation de la rotation des galaxies. Une galaxie est une vaste roue d'étoiles orbitant autour d'un centre commun. Et il existe une règle simple qui devrait gouverner ces orbites. Les étoiles proches du centre dense devraient se déplacer rapidement et les étoiles vers les bords clairsemés devraient se déplacer plus lentement, à la façon dont les planètes extérieures de notre système solaire dérivent bien plus lentement que les intérieures. Mais quand les astronomes ont réellement mesuré les vitesses des étoiles au bord des galaxies, ils ont trouvé quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Les étoiles extérieures se déplaçaient tout aussi vite que les intérieures. Elles orbitaient si rapidement qu'elles auraient dû se projeter dans l'espace intergalactique depuis longtemps. La matière visible n'était tout simplement pas suffisante pour les retenir. Quelque chose d'autre était là, quelque chose doté d'une grande masse, quelque chose que nous ne pouvions pas voir, agrippant ces galaxies avec sa gravité. Ils l'ont appelée la matière noire. Et ce nom n'est en réalité qu'un aveu d'ignorance déguisé en termes scientifiques. Noire parce qu'elle n'émet aucune lumière, n'absorbe aucune lumière et n'interagit avec la lumière d'aucune façon que nous ayons détectée. Matière parce qu'elle a clairement de la masse et tire clairement sur les choses par sa gravité. Quand les physiciens font le bilan, ils trouvent qu'il y a environ 5 à 6 fois plus de cette matière noire invisible que de matière ordinaire, celle dont vous êtes fait, dont la Terre est faite, dont les étoiles sont faites. Relisez cela. La substance dont nous sommes faits, celle qui remplit chaque manuel de chimie et chaque catalogue du ciel nocturne, est la minorité. C'est la fine mousse brillante à la surface d'un vaste océan sombre dont nous ne pouvons pas nommer le contenu. Et la matière noire, aussi étrange soit-elle, n'est même pas la plus grande part du mystère. Quand les astronomes ont regardé de plus près l'univers dans son ensemble, la façon dont il s'est étendu sur des milliards d'années, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus déconcertant. L'expansion de l'univers ne ralentit pas sous l'effet de toute cette gravité, comme on pourrait s'y attendre. Elle accélère. Quelque chose pousse l'espace lui-même à s'écarter de plus en plus vite. Les physiciens lui ont donné un nom provisoire, l'énergie noire. Et si possible, nous la comprenons encore moins que la matière noire. Entre les deux, l'écrasante majorité de l'univers est composée de choses que nous ne pouvons pas identifier. Nous vivons à l'intérieur d'un mystère et appelons le petit coin éclairer notre foyer. Mais il y a une autre énigme, plus proche des machines à particules, qui est peut-être encore plus troublante quand on y réfléchit vraiment. C'est la simple et stupéfiante question de savoir pourquoi il y a quoi que ce soit ici. Quand l'univers a commencé, dans l'énergie incandescente de ses premiers instants, les équations nous disent que matière et antimatière auraient dû être créées en quantité égale. L'antimatière est réelle, pas de la science-fiction. Chaque particule de matière ordinaire a un équivalent en antimatière, une image miroir de charge opposée, et les deux sont créées ensemble et détruites ensemble. Quand une particule rencontre son antiparticule, elle s'annihile complètement, disparaissant dans un éclair d'énergie. Alors, si l'univers primordial a produit des parts exactement égales de matière et d'antimatière, elles auraient dû se trouver et s'annihiler, ne laissant qu'un univers de pure lumière et rien d'autre. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes, pas vous. Et pourtant nous sommes là. D'une manière ou d'une autre, dans ce premier instant, il y a eu un minuscule déséquilibre, un très léger excès de matière sur l'antimatière. Quelque chose comme une particule de matière supplémentaire pour chaque milliard de paires appariées. Chaque atome de votre corps est un survivant de cette annihilation antique. Pourquoi y a-t-il eu un surplus? Le modèle standard ne peut pas l'expliquer pleinement. Quelque chose de plus est nécessaire, une nouvelle physique que nous n'avons pas encore trouvée. Il y a aussi des fissures plus subtiles. Considérez le neutrino, l'une des particules les plus légères et les plus insaisissables de toute la nature. Les neutrinos sont si fantomatiques que des milliards d'entre eux traversent votre corps chaque seconde. La théorie insistait sur le fait que ces particules ne devaient avoir aucune masse. Mais les expériences ont révélé que les neutrinos ont bel et bien une masse, minuscule, mais une masse tout de même, et la théorie originale n'avait pas de place pour elle. Et à ce jour, la manière exacte dont les neutrinos obtiennent leur masse reste une question ouverte. Et puis, il y a l'omission la plus grande de toutes.
Le modèle standard n'inclut pas la gravité. La force la plus familière de toute l'expérience humaine se trouve entièrement à l'extérieur de notre meilleure théorie du petit. Les physiciens possèdent une magnifique théorie séparée de la gravité, celle d'Einstein, qui la décrit comme la courbure de l'espace et du temps par la masse. Et ils possèdent le modèle standard. Et les deux théories ne s'emboîtent pas. Le rêve de les unifier est peut-être l'ambition inachevée la plus ancienne de la physique moderne. Voilà donc le véritable paysage. Ce n'est pas que les physiciens s'ennuient ou qu'ils apprécient simplement de construire d'énormes machines. C'est qu'ils se tiennent devant un mur de mystère véritable, spécifique, bien défini. Qu'est-ce que la matière noire? Qu'est-ce qui pousse l'univers à s'écarter de plus en plus vite? Pourquoi y a-t-il de la matière plutôt qu'un cosmos de lumière vide? Pourquoi les neutrinos ont-ils leur étrange petite masse? Comment la gravité s'articule-t-elle avec tout le reste? Ce ne sont pas de vagues réflexions philosophiques. Ce sont des énigmes concrètes. Et les physiciens ont de bonnes raisons de croire qu'au moins certaines des réponses se cachent à des échelles d'énergie et de précision juste au-delà de ce qu'aucune machine n'a encore atteint. La prochaine machine, celle qui est dessinée sur les cartes de la campagne française, est construite pour traquer ces réponses précises. Mais pour comprendre pourquoi cette machine doit être si colossale, nous devons comprendre le lien profond et incassable entre la taille de l'anneau et la profondeur des questions qu'il peut poser. Et c'est vers cela que nous nous tournons maintenant. Il y a une question que les non-physiciens posent plus que tout autre. Si vous voulez répondre à ces mystères profonds, pourquoi avez-vous besoin d'une machine plus grande? Pourquoi pas une plus intelligente, plus ingénieuse, plus efficace? La réponse n'est ni de l'entêtement, ni un manque d'imagination. Elle découle d'un enchaînement de faits physiques si serrés que, une fois qu'on le voit, l'anneau géant cesse de ressembler à une extravagance et commence à ressembler à la seule porte disponible. Pour ouvrir les questions profondes, il faut une énergie plus élevée. Pour atteindre une énergie plus élevée, il faut une machine plus grande. La taille n'est pas un choix, c'est une conséquence. Dans un collisionneur, l'énergie est ce qui vous permet de créer des particules lourdes et de sonder de petites distances. Il existe un principe profond en physique qui relie l'énergie à l'échelle, et il fonctionne d'une manière qui semble inversée. Plus vous injectez d'énergie dans une collision, plus les distances que vous pouvez explorer sont petites. Les collisions à basse énergie, c'est comme palper un objet avec un gant épais. Une énergie plus élevée, c'est comme retirer le gant et passer le bout du doigt sur la surface, sentant les minuscules rainures qui étaient invisibles auparavant. Voici maintenant le deuxième maillon, et c'est de là que vient la taille. Pour donner à une particule une énergie colossale, il faut l'accélérer. Et pour l'accélérer autour d'un anneau, il faut courber sa trajectoire continuellement en un cercle. Mais une particule se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière est fantastiquement difficile à courber. Elle veut, avec une insistance formidable, aller en ligne droite. Plus elle est rapide et énergétique, plus elle résiste à la courbe. Vous n'avez donc que deux moyens d'atteindre une énergie plus élevée dans un anneau. Vous pouvez rendre les aimants plus puissants, ou vous pouvez agrandir l'anneau de sorte que la courbe soit plus douce. Un cercle plus grand est un cercle plus facile. C'est l'essentiel. Le grand anneau près de Genève fait 27 km de tour et pousse ses protons à une énergie totale de collision d'environ 13,6 téraélectronvolts. Ce nombre représente plus ou moins le plafond de ce qu'un anneau de 27 km peut faire avec les aimants les plus puissants que nous puissions actuellement construire et refroidir. La machine utilise déjà des aimants proches de la limite pratique de la technologie. Pour aller significativement plus haut, vous avez épuisé l'espace à l'intérieur du cercle existant. Les deux voies à suivre sont donc exactement les deux que nous venons de décrire. Des aimants beaucoup plus puissants ou un tunnel beaucoup plus grand. C'est la voie que le laboratoire près de Genève a choisie comme plan principal. Et c'est pourquoi le nouvel anneau proposé est radicalement plus grand. Plus de 90 km de tour. Mais il y a une autre dimension à ce choix. C'est le compromis entre énergie et propreté. Rappelez-vous le problème des protons, brouillons mais puissants. Il y a une autre façon de faire entrer des particules en collision, qui échangent une partie de cette énergie brute contre une propreté spectaculaire. Au lieu de protons, on peut faire entrer en collision des électrons et leurs jumeaux d'antimatière, les positrons. Un électron est, autant que nous puissions le déterminer, un véritable point fondamental, un objet sans partie interne. Quand un électron et un positron s'annihilent, la collision est immaculée, ordonnée, exactement mesurable. Et cela se connecte directement aux deux portes. Une porte est l'énergie plus élevée. L'autre porte est la précision accrue. Les protons ouvrent la première porte. Les électrons et les positrons ouvrent la seconde. Et la conception remarquable de la prochaine machine est qu'elle est destinée à ouvrir les deux, en séquence, en utilisant le même tunnel. Il y a un précédent historique magnifique pour cela. Le tunnel qui abrite actuellement le grand anneau à protons n'a pas été creusé pour cet anneau. Il a été creusé dans les années 1980 pour une machine à électrons et positrons. Quand elle a terminé son travail, les physiciens ont retiré la machine à électrons du tunnel et ont installé une machine à protons dans le même anneau. L'instrument de précision est venu en premier. L'instrument de découverte à haute énergie est venu en second. Et cela,
Plus que tout est la forme du plan pour ce qui vient ensuite. Pas une machine, mais deux, échelonnés sur des décennies, partageant un seul tunnel colossal. Deux portes, un tunnel. Une grande stratégie s'étirant sur la plus grande partie d'un siècle. Mais avant qu'un seul mètre de ce nouveau tunnel ne puisse être creusé, la machine qui vient de se taire a une dernière transformation à subir. Car l'arrêt par lequel nous avons commencé n'est pas la fin du grand anneau. C'est le début de sa renaissance. Revenons à ce matin tranquille. Nous pouvons enfin le voir pour ce qu'il est vraiment. Pas un arrêt au sens ordinaire, mais le premier coup de pinceau d'une transformation. Les 4 années de silence ont un nom, le long arrêt Truy, et un objectif si ambitieux qu'il revient à reconstruire une grande partie de la machine la plus complexe jamais fabriquée pendant qu'elle dort. Quand le grand anneau se réveillera, date visée pour l'année 2030, ce ne sera plus le même collisionneur. Ce sera une version plus puissante de lui-même. Une amélioration si significative qu'elle mérite un nouveau nom, le LHC à haute luminosité. Le grand anneau avait déjà livré une quantité stupéfiante de collisions au fil de ses années de fonctionnement. Mais les physiciens en voulaient bien davantage. Ils voulaient prendre la machine existante et augmenter son taux de collision jusqu'à 10 fois au-delà de ce pour quoi elle avait été initialement conçue. Cela exige d'arracher physiquement et de remplacer plus d'1 kilomètre de la machine. En tête de ces composants se trouvent de nouveaux aimants fabriqués à partir d'un matériau supraconducteur avancé tissé de niobium et d'étain, capable de focaliser les faisceaux bien plus étroitement. Et puis il y a les cavités crabes, des dispositifs qui donnent à chaque paquet de protons une subtile poussée latérale pour qu'il se tourne face à face avec le paquet venant en sens inverse, récupérant des collisions qui auraient autrement été perdues. Les détecteurs aussi doivent être reconstruits. Si vous multipliez le nombre de collisions par 10, le chaos à l'intérieur du détecteur explose. Un seul croisement pourrait produire entre 140 et 200 collisions simultanées. Pour extraire des événements individuels de cet empilement écrasant, les détecteurs ont besoin de nouveaux yeux. Au cours de toute sa vie jusqu'ici, le grand anneau a produit environ 55 millions de particules de Higgs. Sur la durée de vie de la machine améliorée, la projection est de produire quelque chose comme 380 millions de particules de Higgs, près de 7 fois plus. Et il y a un objectif phare, attraper 2 particules de Higgs produites ensemble dans la même collision. Observer le Higgs interagir avec lui-même, c'est lire un message de l'aube de toute chose, écrit dans la structure de l'espace vide. Mais aussi puissante que sera la machine améliorée, elle vit dans le même tunnel de 27 km. Elle peut produire beaucoup plus de collisions, mais elle ne peut pas atteindre une énergie radicalement plus élevée. L'amélioration achète du temps et de la précision. Elle n'achète pas l'énergie supérieure que les plus grandes questions pourraient exiger. Pour cela, il faut un nouveau tunnel, un nouvel anneau, une nouvelle machine à une échelle que l'humanité n'a jamais tentée. Imaginez la campagne autour de Genève. La ville est posée à l'extrémité occidentale d'un long lac en croissant, niché entre le Jura et les Alpes. C'est un pays doux, vert et habité. Et en dessous, enfoui à 100 mètres de profondeur, court le grand anneau de 27 km. Maintenant, imaginez dessiner sur la même carte un second anneau, vastement plus grand. Un cercle de plus de 90 km de tour, balayant sous les villages et les terres agricoles, passant sous une partie du lac, enfoui à certains endroits jusqu'à 200 mètres sous la surface. Ce cercle est la proposition. Ce cercle est le collisionneur circulaire du futur. Et c'est la machine vers laquelle tout ce que nous avons abordé converge. L'anneau actuel fait 27 km de tour. Le nouvel anneau proposé ferait environ 90,7 km, plus de 3 fois le tour. Ce serait, de très loin, la plus grande machine jamais construite par des êtres humains. Et chaque mètre de cet anneau de 90 km servirait à un seul objectif. Accélérer les particules un peu plus, les courber un peu plus doucement, et atteindre des énergies et des précisions que l'anneau plus petit ne pourra jamais atteindre. Mais la véritable élégance de la proposition n'est pas seulement sa taille, c'est sa structure. Car le plan n'est pas de construire une seule machine. C'est d'en construire 2, l'une après l'autre dans le même tunnel. La première machine ferait entrer en collision des électrons et des positrons. C'est l'instrument propre et précis, l'usine à Higgs. Puis, des décennies plus tard, une fois que cette première machine aura terminé son travail, le plan est de la retirer entièrement et d'installer un second collisionneur totalement différent. Un monstrueux collisionneur de protons conçu pour atteindre environ 100 téraélectronvolts, grosso modo 7 fois l'énergie du collisionneur le plus puissant jamais exploité. 2 machines, 2 portes, un tunnel, échelonné sur la majeure partie d'un siècle. Ce n'est pas un croquis sur le coin d'une nappe. Sur une période de plusieurs années, une équipe de plus d'un 0 physicien et ingénieur a mené une étude de faisabilité, livrée le 31 mars 2025. Ils ont analysé quelque chose comme 100 configurations différentes possibles pour l'anneau. Ils ont étudié la géologie de la région en détail. Ils ont foré des trous exploratoires. Ils ont travaillé avec les autorités françaises et suisses et les communautés locales. Et parmi ces 100 scénarios, ils se sont fixés sur une conception préférée. Un anneau d'environ 90,7 km, à une profondeur moyenne de 200 mètres, accessible depuis 8 points en surface, accueillant 4 grandes expériences.
Le tunnel passerait principalement à travers une couche de roches sédimentaires tendre appelée la molasse, un matériau relativement tendre à creuser. Les ingénieurs ont délibérément ancré l'anneau dans cette couche favorable. Le tracé de la plus grande machine que l'humanité pourrait jamais construire est dicté par l'endroit où le sol est assez tendre pour creuser, par les lents dépôts de mers anciennes déposés sur des millions d'années. Les questions les plus profondes de la physique sont, au sens le plus profond, contraintes par la géologie. Le plan prévoit aussi de réutiliser l'énorme quantité de roches excavées pendant la construction et de placer les sites de surface de manière à respecter les villages et le paysage, suivant un principe que les planificateurs décrivent comme éviter, réduire, compenser. Maintenant, pourquoi commencer par la machine la plus douce? La réponse tient à une différence fondamentale entre deux types de collisions. Rappelons le problème des protons. Quand deux protons entrent en collision, vous fracassez deux foules contre deux autres foules. La collision véritablement intéressante se produit entre seulement quelques membres de ces foules, tandis que tout le reste jaillit comme des débris confus. Le proton est une munition puissante, mais grossière. Il vous donne de la portée au prix de la clarté. Considérons maintenant l'électron. C'est un véritable point fondamental, un objet sans partie interne. Quand un électron et un positron se rencontrent, ils s'annihilent complètement en énergie pure. Vous savez précisément ce qui est entré, donc vous pouvez lire exactement ce qui en sort. La collision est aussi propre que la nature le permet. Cette propreté est toute la raison de construire la machine à électrons en premier. Son but est la précision, la capacité de mesurer les particules connues avec une exactitude si stupéfiante qu'une infime déviation apparaîtrait comme un signal de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi les physiciens appellent cette machine une usine à Higgs. En réglant soigneusement l'énergie de collision, la machine peut être calibrée pour produire des particules de Higgs en grand nombre, de manière propre et contrôlée. La machine à électrons serait conçue pour fonctionner à une gamme d'énergie allant d'environ 88 milliards d'électronvolts en bas de gamme jusqu'à environ 365 milliards d'électronvolts en haut. Ce sont des énergies bien inférieures à celles de la machine à protons, et c'est entièrement le but. À certaines énergies spécifiques, les collisions deviennent particulièrement bonnes pour produire certaines particules. Réglez la machine à une énergie et elle devient une usine pour les particules qui portent la force nucléaire faible. Réglez-la plus haut et elle commence à produire des particules de Higgs proprement et abondamment. Que pourraient révéler des mesures aussi précises? Selon la théorie que nous possédons, le Higgs devrait se comporter de manière très spécifique. Si la théorie est complète et correcte, alors mesurer le Higgs avec une précision extrême ne fera que confirmer ses prédictions. Mais s'il y a une nouvelle physique cachée quelque part, quelques particules lourdes ou nouvelles forces juste au-delà de notre portée directe, sa présence distordrait subtilement le comportement du Higgs. La distorsion pourrait être infime, une fraction de pourcent. Une machine grossière ne le remarquerait jamais. Mais une machine assez précise pourrait attraper ce murmure. C'est ce qui rend le plan en deux étapes si astucieux. La machine propre à électrons regarde de plus près et trouve le murmure. Puis la puissante machine à protons va plus loin et tente de créer cette nouvelle physique directement. La machine de précision explore le territoire. La machine à haute énergie le prend d'assaut. Chaque machine fait ce que l'autre ne peut pas. Il y a un défi d'ingénierie sérieux dans la construction de la machine à électrons. Accélérer des électrons autour d'un anneau est, d'une manière étrange, plus difficile que d'accélérer des protons. La raison est leur légèreté. Parce que les électrons sont tellement plus légers que les protons, ils saignent de l'énergie abondamment en étant courbés, irradiant leur précieuse vitesse en un flux constant de rayonnement. La machine doit leur réinjecter de l'énergie continuellement, par des centaines de cavités radiofréquences. Et c'est là que le tout s'emboîte. La légèreté de l'électron est exactement la raison pour laquelle un anneau plus grand aide. Une courbe plus douce signifie un rayonnement moins féroce. Le même anneau de 90 km qui permettrait à la machine proton ultérieure d'atteindre son énergie formidable est aussi ce qui rend la machine à électrons praticable. Un tunnel sert les deux. Nous voici au second acte, la machine qui arriverait des décennies après la première. Une fois que la machine propre à électrons aura terminé sa course, le plan est de la retirer entièrement du tunnel et d'installer un collisionneur de protons, un monstre conçu pour une énergie brute et stupéfiante d'environ 100 téraélectronvolts. Pourquoi réutiliser le tunnel? La réponse est l'argent. Creuser le tunnel est la partie la plus coûteuse de tout le projet. Cet immense trou dans le sol représente une fraction colossale du coût total. Le tunnel est la chose chère. Une fois que vous avez payé pour lui, le réutiliser pour une seconde machine est infiniment moins cher que de creuser un second tunnel ailleurs. Voilà toute la stratégie en une phrase. Creuser le trou une fois, l'utiliser deux fois. Le grand défi de la machine à protons, ce sont les aimants. Pour courber un proton à 100 téraélectronvolts autour d'un anneau même de 90 km, il faut des champs magnétiques bien plus puissants que tout ce qui fonctionne dans le grand collisionneur actuel. Les ingénieurs devraient construire des aimants générant des champs bien au-delà de tout ce qu'un collisionneur a jamais utilisé, et le faire de manière fiable à une échelle colossale. C'est l'un des problèmes d'ingénierie les plus ardus de toute la proposition.
Mais supposons que les aimants puissent être construits. En atteignant des énergies 7 fois supérieures à celles de la machine actuelle, elles pousseraient directement dans une gamme d'énergie qu'aucun collisionneur n'a jamais explorée. Et rappelez-vous la leçon du grand silence. Les nouvelles particules que tant de physiciens attendaient ne sont pas apparues aux énergies que nous pouvions atteindre. L'une des explications principales est simplement qu'elles vivent plus haut, à des énergies au-delà du plafond actuel. En tête du gibier se trouve la matière noire. Si la matière noire est constituée de quelques particules lourdes au-delà du modèle standard, alors une machine atteignant 100 téraélectronvolts pourrait, pour la première fois dans l'histoire, produire cette particule directement dans une collision. Ce serait un moment presque au-delà de toute description, créer en laboratoire la substance même qui remplit l'univers et maintient les galaxies ensemble. Rendre l'invisible visible. La machine à électrons viserait à commencer à fonctionner à la fin des années 2040 et à tourner pendant quelque chose comme 15 ans. La machine à protons ne commencerait pas à fonctionner avant les années 2070. Beaucoup des physiciens et des ingénieurs qui la conçoivent aujourd'hui ne la verront jamais allumée. Ils conçoivent une machine pour une génération qui n'est pas encore née. C'est un travail étrange et émouvant que de s'échiner sur quelque chose dont les fruits seront récoltés par des personnes que l'on ne rencontrera jamais. Le savoir, dans ce domaine, n'est pas construit par des individus dans des éclairs de génie. Il est construit par des générations. Parlons de l'argent. Le premier stade seul porte une étiquette de prix d'environ 15,3 milliards de francs suisses, quelque chose comme 19 milliards de dollars. C'est plus que le budget annuel total de nombreux petits pays. Le laboratoire près de Genève est une organisation internationale financée par plus de 2 douzaines d'États membres. Au printemps 2026, le Conseil a formellement adopté une stratégie actualisée qui plaçait la machine à électrons au centre des ambitions à long terme de l'Europe. La véritable décision, le point de non-retour, est encore à des années. Le calendrier pointe vers une décision possible autour de 2028. Il y a des critiques sérieux et réfléchis. Certains physiciens soutiennent que le travail de précision pourrait être accompli avec un collisionneur linéaire plus petit et moins cher. L'objection la plus profonde porte sur le temps. S'engager dans ce plan, c'est souscrire un crédit immobilier de 70 ans. Et si les réponses ne sont pas là où nous l'espérons? Les partisans répondent que la stratégie maintient des alternatives en vue et que même un résultat nul serait un savoir réel. Pour la première fois dans l'histoire du laboratoire, des donateurs privés se sont manifestés, un montant combiné de l'ordre de 1 milliard de dollars. Un développement frappant pour une institution longtemps financée presque exclusivement par les gouvernements. Le laboratoire près de Genève n'est pas seul à rêver. Le rival le plus significatif vient de Chine, un collisionneur circulaire à électrons et positrons étonnamment similaire en concept. Il y a aussi le collisionneur de muons, un chemin alternatif exotique. Un muon est une particule semblable à un électron mais bien plus lourd, ce qui signifie qu'il rayonne bien moins dans une courbe. Mais les muons ne durent pas, ils se désintègrent en une fraction de seconde. Et il y a le collisionneur linéaire, qui contourne le problème de la courbure mais ne peut pas être converti en machine à protons à haute énergie. Sous toute cette rivalité se cache un pari stratégique plus profond. Le laboratoire près de Genève a construit une communauté, une vaste collaboration internationale. Le pari incarné dans le nouvel anneau est un pari pour la garder là, unie autour d'un seul grand projet pendant encore un siècle. À chaque fois que l'une de ces grandes machines fait les gros titres, une vague de peur monte. La machine va créer un trou noir. Elle va déchirer la réalité. Ces peurs sont aussi persistantes qu'elles sont fausses. Voici l'argument décisif. Les collisions produites dans ces machines ne sont pas les plus énergétiques qui se produisent dans la nature. La Terre est constamment bombardée par des rayons cosmiques à des énergies bien supérieures. L'univers mène ses expériences à une échelle inimaginable depuis des milliards d'années. Et pourtant les étoiles brillent toujours, les galaxies tournent encore, la Terre est toujours là. L'existence continuée de tout ce que vous pouvez voir est une preuve écrasante que ces collisions sont sans danger. Mais il y a une peur réelle qui hante ce projet. Ce n'est pas une peur de catastrophe, c'est une peur du silence. La possibilité que nous puissions passer des décennies et des dizaines de milliards à construire l'instrument le plus magnifique de l'histoire et ne trouver que la confirmation de la théorie que nous possédons déjà. En science, un résultat nul est tout de même un résultat. L'absence est l'univers refusant l'une de vos hypothèses et réduisant l'espace où la vérité peut se cacher. Et il y a une dimension humaine que les mythes manquent complètement. Construire une machine comme celle-ci est un acte de foi collective extraordinaire, soutenu à travers les générations. Des physiciens au milieu de leur carrière aujourd'hui conçoivent une machine à protons qui ne fonctionnera pas avant qu'ils soient vieux ou partis. L'ensemble de l'entreprise est un acte de confiance de plusieurs décennies. Il y a quelque chose de presque sacré là-dedans, un refus d'être limité par la durée d'une seule vie. Revenons au commencement. Un matin tranquille de l'été 2026, un écran affichant un seul mot, Goodbye. La machine la plus puissante que l'humanité ait jamais construite est éteinte volontairement. La machine ne s'est pas tue parce qu'elle a échoué, elle s'est tue parce qu'elle a réussi. Et son succès était le problème.
Le grand anneau a été construit pour trouver une particule prédite un demi-siècle plus tôt, l'ondulation dans le champ invisible qui donne à toute chose sa masse, et il l'a trouvée exactement là où la théorie disait qu'elle serait. Il a complété la description la plus précisément testée de la nature jamais écrite. Et en confirmant cette image aussi complètement, il a révélé les bords de cette image, les endroits où elle s'arrête tout simplement, le vaste territoire au-delà dont elle ne dit rien. La machine a si bien réussi qu'elle nous a montré les limites de tout ce que nous savions. La majeure partie de l'univers est manquante. La matière noire reste invisible. L'expansion du cosmos accélère. La matière a survécu à la grande annihilation initiale. Les neutrinos portent une masse que notre théorie ne prédisait pas. Et la gravité refuse de s'intégrer dans notre théorie de tout le reste. C'est pourquoi le nouvel anneau est dessiné sur les cartes de la campagne française. D'abord, une machine d'une précision exquise, faisant entrer en collision des points propres de matière et d'antimatière pour étudier la grande particule de si près qu'un murmure de quelque chose de nouveau pourrait enfin être entendu. Puis, des décennies plus tard, dans le même tunnel, un monstre atteignant des énergies 7 fois au-delà de tout ce que nous avons touché, essayant de créer en laboratoire la substance invisible qui remplit le cosmos. 2 machines, 2 portes, un tunnel, un pari placé sur l'espace d'un siècle. Prenez assez de recul et vous voyez ce que c'est vraiment. C'est l'humanité construisant un instrument pour voir plus petit et plus profondément qu'elle n'a jamais vu, tentant d'atteindre la machinerie qui fonctionne sous la réalité elle-même. Chaque collisionneur est en fin de compte une sorte de microscope. Le grand anneau nous a laissé voir le champ qui donne aux choses leur masse. Le nouvel anneau pourrait nous laisser voir la matière noire, ou les particules cachées, ou les forces nouvelles, ou peut-être quelque chose que personne n'a encore imaginé. C'est un projet de 100 ans. Le tunnel qui abrite le grand anneau actuel a été creusé par des personnes, pour une machine qui est venue des décennies plus tard. La puissante machine à protons ne serait pas allumée avant les années 2070, opérée par des personnes pas encore nées, construite sur des fondations posées par des physiciens travaillant aujourd'hui. Le savoir ici est un relais transmis à travers les générations, chacune héritant du tunnel et des outils et des questions ouvertes de la précédente, ajoutant ce qu'elle peut, et passant l'entreprise tout entière à ceux qui viennent après. Une machine se tait, et une autre se lève pour prendre sa place, et les questions voyagent à travers les années de main en main, patientes et intarissables. Nous vivons à l'intérieur d'un univers qui nous est en grande partie caché. Une mince couche brillante de matière visible, flottant sur un vaste océan sombre dont nous ne pouvons pas encore nommer le contenu. Et plutôt que d'accepter le mystère, plutôt que de détourner le regard de ce que nous ne pouvons pas voir, nous construisons. Nous creusons d'immenses trous dans le sol et les remplissons d'aimants plus froids que l'espace. Nous rassemblons des milliers de personnes de dizaines de nations autour d'une seule question partagée. Nous engageons des fortunes, des vies et des générations dans le travail lent de la découverte. Pas parce que nous sommes certains de la réponse, mais précisément parce que nous ne le sommes pas et que nous ne supportons pas de laisser la question sans être posée. Le nouvel anneau, s'il est construit, sera la plus lointaine avancée de cette impulsion ancienne, l'impulsion la plus vieille et la plus humaine qui soit, le besoin de savoir de quoi tout est fait et pourquoi c'est là. Alors la prochaine fois que vous lirez un gros titre sur la grande machine près de Genève, sur un portail, un trou noir, ou la réalité se déchirant aux coutures, vous saurez que la vérité est plus silencieuse et bien plus stupéfiante. Il n'y a pas de portail. Il n'y a pas de danger. Il n'y a qu'un groupe de personnes réparties à travers le monde et à travers les générations, essayant de répondre à des questions si profondes qu'aucune vie humaine n'est assez longue pour les atteindre. Une machine éteinte, non pas dans l'échec, mais dans le triomphe. Son silence montrant le chemin vers un silence plus grand encore à briser. Un tunnel pas encore creusé, passant sous un sol tendre et une eau calme, attendant d'abriter l'instrument qui pourrait enfin nous laisser entrevoir la majorité manquante de l'univers. La machine qui s'est tue n'a pas arrêté la recherche. Elle l'a transmise. Et quelque part dans les années à venir, si la décision tombe du bon côté, et si l'argent est trouvé, et si les aimants sont construits, un nouvel anneau se mettra à bourdonner sous cette douce campagne. Et une nouvelle génération se penchera sur ses écrans aux petites heures, observant les collisions éclore, espérant voir quelque chose que personne n'a jamais vu. Qu'ils trouvent la matière noire, ou les particules cachées, ou seulement un autre silence profond et honnête, ils feront la chose que notre espèce fait le mieux quand elle est à son meilleur. Regarder attentivement, demander patiemment, tendre la main à travers l'obscurité vers la vérité sous la vérité. Et pour ce soir, c'est assez pour s'y reposer. L'univers est en grande partie manquant, et nous le cherchons encore. Et c'est une belle chose d'être vrai. Bonne nuit.